عندك كينا قوسكي ذي ونوغان ديوم بوذم تسارثيث ذا الصلار نقطة نومين تولي عطاس لي بلاطو دوينك تسعون في مغليوين يكسعن ثيرميث ليكسبيريونس مخوض قلنا كاين أسر ثاني لحد مشوار دوكا فيغ ليرسيدي كان دعني يفكاد الحار دي تكثير كين تيمانيز نا لوتونومي لا كابيلي هذا الشيء قاعد يسهم يدير ونوغان ومينا أزول في اللك يدير Azul Masrachi, Tenmirti Waravagi, et à ta disposition pour toutes les questions que tu voudras bien poser sans aucun tabou. أكيد الدنيا يدير تسليط كير vers l'RCD ماشا ويفنا تحكوا لك كي مشواري ثم تاع en général le parcours politique et même pourquoi pas socio-professionnel ويدير ونوران عندك كي تدير تورا depuis quand etc. Eh ben voilà, bon, tu m'as présenté. J'ai un ancien cadre politique du RCD. J'ai beaucoup travaillé avec Moustapha Bacha d'abord, en premier temps, avec Moukhala Etarbi, beaucoup aussi avec Moukhala Etarbi, que j'ai rejoint lors des prises de position sur le fonctionnement politique, le bilan moral et financier du RCD de l'époque. À ce moment-là, c'était le docteur Sadi qui était secrétaire général. Donc, on est tous rentrés en contestation. J'ai eu à organiser la marche du 10 mai 90, marche des démocrates. J'ai eu à mon actif pas mal de petites actions ou de grandes actions politiques, mais il faut être modeste. Chaudac des maires en plus. Voilà, j'ai été membre fondateur du statut particulier du manifeste pour le statut particulier de la Kabylie, statut politique évidemment. Non. Moi, quand je passe sur les plateaux en règle générale, je suis plus dans l'analyse. Mais moi, je suis un militant. Je regrette de ne pas être dans un mouvement où on peut bien évidemment apporter ce que l'on peut apporter modestement à ma juste place. Donc voilà, en gros, socio-professionnel, j'étais chef d'entreprise à Tizi pendant de longues années. J'étais dans le secteur de la santé. Je suis moi-même du corps médical. Donc voilà, sommairement. Arrivera d'autres émissions. Je suis en France, défendant ça depuis 2008 ans. J'ai passé tout le reste de ma vie entre Alger, où j'ai fait mon lycée, la fac, et Tizi Ouzou, ma ville natale. Attends, voilà, voilà, وكي يديروا نوران ثورا يعني la سبان دارضا était qui مزوج d'ailleurs était كوساك لكن تولم c'est un parcours riche et ça a terminé ثبت كوفير ليرسيدي دارني الا جاري مزوغا يدي جلان تيكيكين تيمانيثنا لوتونومي لا كابيلي دونك هي عطاس هاد السفايدين ستيرمي الناس ليكسبيريونس الناس تسمغلي سارزا ثمكي تولي ثموت القبائل وزكا الجزائر سومتا دونك هي تفهم ذاك السوجي بريفيليجي المهم في غازال تاكي كيت ولام سي لا سوفرينتي كي الا ميا قبالي غتفهم كني تفهمن تتزوانا ما سيدي ونوغا نتربع في ناس هي قبل ما تسقسينا بارابور لي زيليكسيون كي قال لنا 40 سنه كي غيدير. Donc, tu t'es parmi les premiers noyaux qui ont lancé l'idée de l'autonomie de la Kabylie, en 2001, avec Mimette Belch et... C'est-à-dire, en 2001, dans une pensée affectueuse et à mon ami, à mon frère Hamimi Bachir, il y avait aussi Abdenour Absam et Hamou Bondine qui ont lancé ce qu'on pouvait appeler le MKL à la base. C'était une réponse qui était apportée par rapport à la violence d'État, et parce qu'il ne faut pas oublier que l'État a commis des crimes, des assassinats, et c'était la réponse à apporter à ce moment-là, pour essayer déjà humainement de mettre l'État en face de ses responsabilités et que le carnage s'arrête. Bon, chemin faisant, ensuite, M. Farhat Mahni s'est mis en rapport, parce qu'on était tous de la matrice du RCD. Moi, j'étais pas membre fondateur du MAC. Le MAC, c'était une opportunité d'essayer de donner plus de consistance, plus d'élan
au projet d'autonomie qui germait dans chacun dans toutes nos réflexions. On parlait d'autonomie. Maintenant, quel type d'autonomie, dans quel cadre elle va se situer, sur quel plan on pourrait arracher. Parce qu'il ne faut pas confondre entre la déconcentration, entre la décentralisation, entre la régionalisation et les autonomies. Nous, on avait dépassé le stade de la déconcentration, ça n'intéresse personne, nous y sommes déjà. Entre la déconcentration, la décentralisation, la régionalisation et les autonomies, il y a de la marge. C'est des concepts complètement différents. Le rapport à l'État central est complètement différent. Mais ça, Tout on à fera une fait. émission un jour, si vous le voulez, Ouais. à propos de tous ces concepts-là. Et puis a été créé le MAC, donc le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Moi, j'ai beaucoup aidé mes amis donc au lancement. J'ai fait les universités d'été. J'ai connu une grande partie de leurs cadres qui sont devenus des cadres importants aujourd'hui du MAC et qui sont même ailleurs, qui sont restés un peu sur des lignes autonomistes. Mais ça fait partie de l'histoire de la Kabylie. Disons D'accord. qu'à un moment ou à un autre, il faut que les gens qui ont assisté, qui ont fait, qui ont produit, puissent s'exprimer. Parce que beaucoup de choses sont dites au nom de l'autonomie, au nom du souverainisme, au nom de l'autodétermination, au nom de l'indépendantisme. Il faut véritablement qu'on laisse les choses claires pour les générations futures. Impératif, c'est d'une impérieuse nécessité que les éléments factuels d'histoire, expliquer les différents politiques qu'il y a eu, les ruptures, les désaccords et même les conflits soient analysés par ceux qui y ont participé, mais surtout avec de l'empathie et de l'apaisement. On ne doit Mhm. plus s'invectiver. C'est pas parce que j'ai un différend avec vous ou même un désaccord que l'on doit passer systématiquement du petit désaccord au conflit. Là, quand c'est valable aussi pour les indépendantistes, on les taxe d'extrémistes, on les taxe de fascistes, on les taxe de. Les indépendantistes posent un problème politique. La Ouais. réponse, elle doit être politique. Les sentiments personnels n'ont rien à voir là-dedans. C'est un problème politique que posent les indépendantistes. Comment les autonomistes et comment ceux qui ne croient ni à l'indépendance ni à l'autonomie peuvent apporter mais de manière constructive. On n'est pas obligé de s'insulter. Moi, j'appelle à ce que les débats soient sereins, soient de qualité, et seuls après les Kabyles jugeront si on arrive Tout- véritablement à, au référendum tel que le souhaitent beaucoup de camarades. Quoi. Voilà. C'est ce qui est exactement, Ms. Idi Wanouran, la mission qui s'est donnée TQ5, justement, c'est d'amorcer les débats par rapport à cette histoire de souveraineté qui, comme on l'a toujours expliqué, c'est une échelle. Le zéro, c'est le statut actuel avec une Algérie arabo-musulmane qui ne donne aucune place à l'identité ou à la lame kabyle. Et ben après, comme tu viens de le dire, il y a des échelles en allant de la régionalisation à l'autonomie, au fédéralisme, même au confédéralisme. Donc, c'est donné cette commission de clarifier à travers Oui, les invités comme vous tous ces concepts-là qui sont peut-être pour beaucoup nouveaux, mais il est temps d'y aller vers une souveraineté, ça c'est clair. Naraka Yedir. il faut déjà aller vers plus de liberté. Ça, c'est le premier élément. Et il faut lutter avec les moyens juridiques que l'on a. Les moyens Ouais. juridiques d'aujourd'hui ne peuvent être traduits que par alerter. Pas simplement alerter, c'est de dénoncer. Quand vous voyez dans la constitution algérienne, où ils vous disent l'Algérie est une terre musulmane, ça veut dire que l'histoire anté-islamique avant l'islam n'existe plus. Mm. Ils ont fermé. Ouais. C'est-à-dire que l'Algérie existe que c'est une terre musulmane. Ça veut dire l'islam est arrivé au XIVe siècle. Donc voilà, avant ça n'existe pas. Ça, il faut Mm. absolument condamner. Moi, Mm. je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion. J'en parle à qui veut bien m'entendre. Que ça soit complètement. Complètement. Nous avons un pays qui est situé, euh, euh, pour aller un peu plus loin, hein, il est situé sur la rive occidentale de la Méditerranée. C'est pas moi qui le dis, ce sont les géographes. Hein. Mm. Nous sommes sur la rive occidentale de la Méditerranée. Nous avons un rite musulman qui est malakite, mais en fait
il n'est pas exclusivement malakite, c'est un islam confrérique. C'est-à-dire ça, il faut à tout prix qu'on défende cet islam-là. C'est de l'islam confrérique, tel qu'on l'a vécu en Kabylie, dans d'autres régions d'Algérie aussi, il faut pas croire. Hein. Et nous sommes aussi l'Occident du monde musulman. Nous ne pouvons pas être des orientaux. Ça, ce n'est pas possible, pour d'infinies raisons. Les enjeux stratégiques, ça, je parle du pays en règle générale, c'est la Méditerranée, donc ça paraît évident, et la profondeur stratégique et historique africaine. Ça, dans un cadre d'un État normal, hein, je veux dire. Mais il faut dire une chose, nous sommes l'Occident du monde musulman, et il y a des athées, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui prient, comme partout ailleurs. J'ai pas de souci, j'ai pas ce rapport à la religion un peu dogmatique. Donc, ces questions-là, elles doivent être débattues. Mais laisser dans la constitution algérienne que l'Algérie est une terre d'islam exclusivement, ça, il faut militer parce que derrière, il y a une idéologie qui se cache. C'est l'arabo-islamisme tel que tu l'as évoqué il y a 5 minutes. Deuxièmement, c'est que quand tu dis c'est l'organisation d'aujourd'hui, comment militer justement pour avoir un autre type d'organisation, une réforme institutionnelle et constitutionnelle. Il faut que le débat soit installé déjà. Un nouveau modèle d'organisation politique, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais maintenant, il y a des tas de. Tu as évoqué dans ton préambule le fédéralisme, la confédération, tout ça. Je suis d'accord. Tu vis dans un pays anglo-saxon, le Canada. C'est un exemple, par exemple, d'institution fédérale. Les États-Unis. Mais il y a un peu d'histoire à faire. L'histoire des États-Unis, il y avait déjà 12 ou 13 petits États qui avaient leur constitution, pas leurs frontières délimitées, mais ils étaient déjà dans un système qui favorisait l'installation ou l'instauration d'un régime fédéral. La question qu'on doit se poser, est-ce que la Kabylie a le même environnement historique pour parler de fédéralisme? Le RPK l'a proposé, et même le MAC l'a proposé, en disant République fédérale kabyle. Pourquoi pas? Quels sont les outils à mettre en place? C'est un autre débat. Moi, je suis plutôt militant d'un système autonomique des régions, un peu un État unitaire régionalisé fort, mais pour la Kabylie spécialement à compétences élargies. Sur l'école, on piétine un peu sur le régalien, police régionale, diplomatie culturelle, diplomatie sportive, etc., etc. Donc ça c'est un autre débat. Je pense pas que ce soit l'objet principal de l'émission, puisqu'on devait parler des élections et de ce qui se passe en Kabylie actuellement, et éventuellement de projeter ce qui se passe pour plus tard. D'accord. Ok, très bien. Puisque bon, on revient parce que ça fait partie des volets de l'émission que j'ai planifié avec vous, Monsieur Nouran. Maintenant, puisque tu as parlé de mentionner les élections, j'aimerais bien voir c'est quoi la réaction de Ilderon Nouran par rapport aux résultats qui sont donnés et surtout le fort taux d'abstention, hein, 80%, c'est la plus basse de toutes les élections législatives passées, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ça, c'est probablement c'est la note que le pouvoir a payée pour d'infinies raisons, hein. Parce qu'avec son article 87 bis, avec la loi sur les partis politiques, avec la loi sur les libertés syndicales et la création des syndicats, par toutes ces petites mesures, ils ont acté l'extinction de la vie publique, académique, politique, associative et même sociale. Donc, ils payent les inconséquences où le peuple algérien dans tout son ensemble, puisqu'on parle d'Algérie, après on reviendra à la Kabylie, parce que c'est la Kabylie qui nous touche le plus, parce que c'est la région qu'on connaît le mieux. Mais bien évidemment que c'est une gifle pour le pouvoir en place. Cette abstention, comment dire, d'abord, si on compare 2021 à 2026, on a perdu à peu près 2 points. 3%, 3 points. 21%. De 23 à 20. Ils ont perdu, voilà, 1,8 à peu près. Ouais. On note une chute aussi considérable du parti islamiste Frères musulmans, parce qu'il faut les nommer, d'Elbina, qui est passé de 39 sièges à 18 sièges.
si vous avez remarqué, en 2021, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une poussée d'urticaire, une flambée au niveau des indépendants. Ils étaient, d'après les chiffres, 84 sur la législature précédente. Ils sont aujourd'hui à 17. Donc, c'est un phénomène qui ne s'est pas inscrit dans la durée. Je pense que les tenants du système avaient besoin de faire émerger un petit peu les indépendants pour essayer d'équilibrer l'Assemblée, mais de manière formelle, tout simplement. Et Ouais. maintenant, pour en revenir en Kabylie, le taux de participation est faible aussi, faut pas croire, mais on a assisté à la Kabylie, il faut l'avoir dans son ensemble, à Kagé, à Mas Rachid, c'est que l'on le veuille ou non, près 89, il y avait des gens clandestins qui travaillaient, post 88, constitution février 89, les gens ont adhéré à des partis. En termes électoraux, la population kabyle, Boudiaf l'a dit, le président Boudiaf l'a dit, est une population qui vote, le kabyle vote kabyle en règle générale. Et Boudiaf n'a rien inventé. En termes électoraux, on appelle ça une population otage. Elle était soit FFS, RCD, ou FFS ou RCD, à des différents degrés. Il y a qu'en 97, lors de où j'ai participé d'ailleurs aux élections de 97, où il y a eu 7 députés, par exemple, FFS et 7 députés RCD. Il y a eu un équilibre parfait. Là où il y a eu Amara Bilioun, Hamouda, Hamidouna aussi, en fait, toute mais donc il y a eu pratiquement on était à égalité. À quoi on assiste aujourd'hui? En Kabylie, et à l'époque, que vous le vouliez ou non, il y avait Hossein Ahmed d'un côté, il y avait Saïd Sadi de l'autre, il y avait des cadres importants autour du FFS. Il y avait Saïd Khalil, il y avait Rachid Halet, brillantissime, il y avait Rasqi Boumendi, l'affaire Hamarbi, il y avait Saïd Hamdani, il y avait un exécutif, des cadres importants, Saïd Khalil, etc. Et du côté du RCD, il y avait Dr Saïd Sadi, il y avait Mouhanet Larbi, il y avait Farhat, il y avait Bacha, et nous étions, les cadres intermédiaires qui étions chargés un peu, on nous appelait les partis au col blanc, de transcrire le discours un peu élitiste, le transcrire et le rendre accessible au plus grand nombre. Il y avait du monde derrière. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui au niveau du RCD comme au niveau du FFS? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas un renouvellement idéologique. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils ont fait des scores qui sont très bas. Les deux partis ont fait des scores très bas. Il faudra en tirer la leçon. Et surtout, on a vu émerger beaucoup de listes d'indépendants. Au final, on assiste à quoi? On assiste à une évolution. Ça se traduit comment? Ça veut dire tout simplement à des trois pour le FFS, 2 pour le RCD, 2 pour le FLN, je pense, 2 pour SIRM aussi, qui a fait une belle campagne. Le résultat est là, qu'il ait été aidé ou pas, moi je ne rentre pas dans ces considérations aidées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kabylie, n'est plus incarnée. La Kabylie n'a plus de projet. La Kabylie, personne ne lui a parlé. La Kabylie, on ne l'a pas questionné. Est-ce qu'on a capté la demande sociale, la vraie demande politique des Kabyles? Oui ou non? Il faut répondre à ces questions. Sans ça, on ne pourra pas avancer. Et bien évidemment, ça arrange tous les calculs du pouvoir de la police politique et du pouvoir. Il faut fractionner la Kabylie parce que c'est le seul bastion qui résiste afin qu'elle ne soit incarnée ni par un courant, ni par un groupe d'hommes, ni par rien du tout. Il faut qu'elle soit fractionnée. C'est pour ça que son électorat c'est fracturé pratiquement, il est fractionné. Et qui peut me dire aujourd'hui le premier parti en Kabylie ou quelle est la force qu'incarne le RCD, le FFS, sur quel discours, quel homme pour incarner? C'est toutes ces questions. Donc, il faudra analyser, d'autant que le comportement électoral des Kabyles, il est connu. Il est soit FFS, soit RCD. Est-ce que c'est une limite qu'ont atteint à la fois le FFS par sa normalisation qui ne dit pas son nom et le RCD parce qu'il n'a pas su peut-être renouveler son discours idéologique, renouveler les hommes et surtout les pratiques politiques? C'est toutes ces questions, le rachet Ayen. Et c'est pour ça que vous avez bien évidemment, moi je suis intimement convaincu que certaines listes ont été aidées. Et puis, indépendamment de l'article 200 alinéa 7, je pense,
qui a invalidé quand même pas mal de personnes compétentes. Je parle de Hakim Saheb, de Maître Alili pour la liste Efsout, de Salim Chaït et de bien d'autres aussi. C'est tout ça, c'est un carphanéum, il faut à tout prix nettoyer. Il faut nettoyer, il faut véritablement qu'il y ait une pause en ce qui concerne la Kabylie, que les partis fassent leur bilan par leur direction, qui doit les interpeller sur, parce que c'est un échec relatif. Je suis désolé, j'ai rien contre les autres partis, mais tout l'électorat kabyle qui s'est exprimé lors de ces élections législatives est fracturé. Qui peut dire aujourd'hui c'est moi qui incarne la Kabylie? Parce que ce rapport de force d'incarner la Kabylie, ça a toujours été les éléments de langage politique et des Kabyles et du pouvoir. Pour preuve, c'est que beaucoup, déjà à l'époque, il y avait deux grands partis, sortis de là, il n'y avait personne. Quand le RCD, le FFS, du temps de la splendeur, où il y avait un discours politique, où il y avait des cadres politiques, où il y avait vraiment de la politique, il n'y avait pas de la place il y avait pas de place pour les indépendants, il n'y avait pas de place pour le FLN. Bien sûr, la Kabylie est traversée par des courants un peu islamistes, un peu FLN, mais il n'y avait pas de place. Les résultats finaux, personne ne pouvait avoir soit une mairie, soit la POI. Pour preuve, depuis l'avènement de 89, la POI a toujours été au RCD ou FFS. Les grandes villes, là maintenant, on est légitimement en droit de se poser des questions. Voilà. Et ça, c'est important pour analyser la démarche politique de ces partis-là, qu'est-ce qu'ils prévoient, d'autant qu'ils vont être aspirés dans le calendrier électoral. Ils vont être aspirés par l'élection qui va avoir lieu au mois de septembre, c'est les locales. Ils ont juste 2 mois pour véritablement changer de paradigme, un mot que vous aimez bien, Massa, changer de paradigme, comment refaire des listes correctes, comment remobiliser les gens. Mais le problème, c'est à quel prix, est-ce qu'ils ont assez le temps ou pas? Il faut que toutes les erreurs qui ont été commises lors de cette campagne électorale qui a été mal préparée, moi je suis intimement convaincu, quand j'ai vu certaines images dans des sièges régionaux où il y avait très peu de monde, il n'y avait pas d'engouement, il y avait rien. On sentait que c'était même pas c'était une formalité, mais en fait c'est pas une formalité, les résultats sont là. Voilà en gros. Mais on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. On peut revenir, oui. Mais en parlant de poids électoral de chaque parti ou en Kabylie, c'est que maintenant, comme tu as dit, FFS sur l'RCD, force est de constater, ils ont beaucoup, leur nombre a été réduit en Kabylie. Au détriment, il y a d'autres forces politiques qui ont émergé, bon, mis à part un CRM, mais à remarquer aussi qu'il y a le FLN, le RND, d'autres. Mais alors que on trouve des partis des Algériens comme le FLN, le RND ou en Kabylie. Et pourquoi le RCD et le FFS ils ont du mal à sortir de leur bastion traditionnel qui est la Kabylie. Et ça, c'est la raison Donc, de plus. le pouvoir politique a aidé ces deux partis à se faire ghettoiser. Ils les ont mis comme dans une réserve. Vous ne sortez pas de votre périmètre géostratégique, c'est-à-dire un peu Sétif, Beni et compagnie, Bougie, Bouira, et pas tout Bouira. Ensuite, Tizi, un peu Boumerdès, et un peu Alger, c'était un bastion, et le Chenois. Mais ailleurs, c'est très, très difficile. Et ça, c'était dès le début, rappelez-vous des meetings que le RCD avait organisés à Sidi Bel Abbas, et c'était Farhat qui était parti, et qui a fait le meeting et qui a été agressé. Rappelez-vous le meeting de Batna, où vraiment on n'était pas admis. Bon, il y avait les extrémistes du fils qui étaient dans leur rôle. C'est pas là le souci. Bien sûr qui nous ont ghettoisés. Mais faudrait-il aussi savoir que les Algériens ne nous écoutent pas non plus. Ils sont pas sensibles au discours. Euh, euh, quand vous imaginez depuis, pas la colonisation, mais presque, on ne, je parlerai pas de Fad Mansour 1857, la bataille des Charadin, etc. Mais je parlerai un peu avant, quand l'émir Abdelkader est venu en Kabylie, les tribus l'ont bien accueilli, la Arachna l'ont bien accueilli, et bon, Monsieur Doma l'a écrit dans son livre, ça a même été repris par une thèse d'un sociologue algérien qui a été publié à l'OPU. Le fait que les tribus kabyles aient refusé de prêter allégeance à un moment ou à un autre, parce qu'il faut distinguer entre ceux de la plaine
et ceux de la montagne. Parce que dans la plaine, vous avez Délice, vous avez Tizi Saïcha, Ménerville, Bdi Amran, les Isères, Tizi avec les Amrawa, et le Nif, comme l'appelle un ami. C'est vrai qu'on a refusé de prêter allégeance. Il est venu 2 fois, il me semble 2 ou 3 fois l'émir. Et puis bon, les ont refusé. Ça, c'est un signe de quoi? Il n'y avait pas d'État-nation, il n'y avait pas de. Ça commençait à peine en Europe, l'État-nation. Et bon, pour moi, c'est un acte de souveraineté sur un territoire donné. Point. C'est voilà. tout. Et c'est à partir de là que les mythes fondateurs se créent. C'est à partir de là qu'ils se créent. À tort ou à raison, hein. Les mythes fondateurs, il y a toujours de l'excès, en règle générale. Mais je reprendrai pas la phrase couscous blanc, couscous noir, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de souci. C'est à partir de là que l'ostracisme a commencé. Regardez, parce que c'est comme un collier de perles. Boulifa et Anoto, les échanges entre Boulifa et Anoto sur la Kabylie, les Kabyles, sur leur altérité, leur rapport endogène, leurs rapports sociaux. Il y a eu l'étoile nord-africaine, il y a eu Djeffel d'abord comme premier responsable, ensuite Messali Hadj. Donc, celui qui a marqué la rupture avec Messali Hadj, c'est Monsieur Imache, on n'en parle pas assez. Il faut lire la lettre qu'il a écrite aux militants. Ça, c'est important à le savoir. Il y a eu la crise aussi berbériste ou anti-berbère, ça dépend de quel côté on se place, de 49. Il y a eu aussi, il y a eu les assassinats des leaders de l'identité, à savoir Hamouda, Ben Wali, etc. Mais ça fait partie de notre histoire. On doit la traduire et l'expliquer. Pas de manière simple, mais dire qu'on a toujours résisté à un moment ou à un autre. Je ne parlerai pas de l'UNEA, je ne parlerai pas de 80, je ne parlerai pas de 85, la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Et le deuxième fait qui est important pour moi et qui justifie toutes les appréhensions, c'est 2001. C'est le massacre, c'est l'assassinat de 127 jeunes Kabyles à main nue par l'État central et par pour dire par la gendarmerie et même par la police. Maintenant, si on revisite les choses, on peut les décliner sous différentes manières, c'est pas le souci. On doit retenir in fine, à la fin, que ce crime d'État, nous, on ne l'a pas soldé avec le pouvoir. On ne l'a pas soldé politiquement, on ne l'a pas soldé humainement et on ne l'a pas soldé psychologiquement. C'est quelque chose que l'on va traîner. Il faut à tout prix que l'on exorcise ça de manière globale. Et Bouteflika nous a donné le coup de grâce en classant les événements de 2001 dans le cadre de la réconciliation nationale, où il nous est interdit d'en parler ou de remettre ça à la justice. C'est-à-dire que les événements de 2001, avec les massacres qu'il y a eu, les assassinats qu'il y a eu, ont été translatés, si je peux m'exprimer ainsi, ou alors mis dans une colonne comme un ordinaire bilan comptable. Ça, on n'en parle plus. Et ça peut pas, on ne peut pas. Nous, on a essayé plusieurs fois de relancer ça. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à motiver beaucoup de personnes pour justement éclaircir toutes ces données. On a étudié tous les rapports, les rapports des familles, on avait les certificats médicaux, on avait les certificats du médecin légiste, par BAD, dans quelles conditions, on avait des dossiers comme ça, on avait le rapport ISAD, on avait d'autres rapports que d'autres personnes ont fait, mais on n'a pas réussi à remonter. Et ça, c'est d'une impérieuse nécessité. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui puissent s'en occuper sérieusement dans la discrétion et dire les choses telles qu'elles se sont passées. Ne pas instrumentaliser la question. Voilà comment c'est passé et voilà pourquoi. Tout à fait. Donc, oui. Je reviens toujours à cette histoire de FFS-URCD qui n'ont pas pu avoir des sièges en dehors de la Kabylie au moment où d'autres partis algériens ont des députés en Kabylie. Donc, est-ce que c'est peut-être l'une des raisons, peut-être que le pouvoir l'a voulu ainsi ou pas,
C'est l'une des raisons qu'il faut passer à notre paradigme, à notre modèle d'organisation politique qui va donner à la Kabylie sa souveraineté gouvernementale. Je cite à titre d'exemple, comme tu viens de le dire, le Québec. Le Québec ici, l'équivalent du MAC, qui est le bloc québécois, il se trouve dans le Parlement canadien avec des députés qui sont financés aux frais du budget du Canadien Oui. pour demander l'indépendance du C'est dans, Québec, mais ils ont cet c'est dans le avantage, cadre le du Québec. Commonwealth, ça. Oui, voilà, c'est ça. Avec le Québec qui a son propre gouvernement, son propre parlement, son système éducatif, système judiciaire, ses écoles, ses journaux, ses télévisions. Donc la langue française, elle est sauvée dans une mer de 300 millions d'anglophones américains et anglophones. Avec les 7 millions, ils arrivent à survivre. La Kabylie, مس يدير غير تسدو الجوامع تاع بيزين l'école تاع بيزين télévision تاع بيزين les institutions de l'État comme le ACA ils communiquent en arabe dans leur page Facebook, la télévision TV4 elle communique en arabe, Radio Soumam elle communique en arabe, vous n'allez qu'à voir leur site internet. Comment tu expliques ça? Oui, c'est une grosse question. Maintenant que des Kabyles, que des noms, que des partis extérieurs à la Kabylie, il faut pas faire preuve d'ostracisme. Ils viennent, ils peuvent, s'ils ont des militants, un discours, pourquoi pas. Dans le cadre actuel, hein, dans le cadre actuel. Il faut pas qu'on se replie sur nous-mêmes. Nous, qui, dans notre fort intérieur, nous sommes un peuple qui est ouvert sur le monde, un peuple qui est baigné dans l'universalisme, un peuple qui est pétri de valeurs, qui a un socle de valeurs. Donc on ne peut pas, de notre côté, dire non, cela il participe pas. Seul, si on est démocrate, seule l'expression du suffrage universel doit, dans de bonnes conditions, là où c'est pas trafiqué, carotté ou déjà préalablement donc préparé. Mais le discours est maintenant, il faut d'abord se dire pourquoi les partis traditionnels kabyles, parce qu'il faut les appeler comme ça, n'ont pas pu, j'allais dire, s'exporter dans les autres régions. Maintenant, il faut aller chercher quel est le rapport, et ça pose derrière la question de la Kabylie par rapport au pouvoir central. Parce que depuis tout le temps, qu'on le veuille ou non, la Kabylie a été, elle était comme un balancier. Moi, je disais souvent, normalement, elle n'a plus la vocation ni à être stigmatisée, ni à être instrumentalisée. Elle doit être elle-même, tout simplement, dans un espace qu'elle aura elle-même choisi. Et nous avons on a beaucoup d'atouts qu'on peut faire valoir dans le cadre des droits de l'homme, dans le cadre des grandes organisations, que ce soit à l'ONU ou que ce soit un peu partout. Mais il faut arriver justement arriver à cette macération et arriver à ce que je pourrais appeler à la masse critique de tous les problèmes que l'école, par exemple. Moi, j'ai le privilège, avec beaucoup d'amis, d'avoir créé beaucoup d'amis. On était une vingtaine, une trentaine. La première école privée, que vous appelez privée, mais qui était libre, l'école libre. Au bout d'une année, il y en a eu 2. Au bout de 5 ans, maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je suis très fier d'avoir participé à cette histoire, d'avoir participé à cette aventure. Maintenant, les enfants, et en plus, c'était pas, Wallah, Abbas Rachid, que c'était pas une sélection par l'argent uniquement, parce que les cotisations étaient très basses. Et moi, j'ai été interpellé par les impôts, par plein de monde. J'étais président de l'association pendant une quinzaine d'années. Et il me disait, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, c'est du soutien scolaire. Il m'embêtait tout le temps. À travers moi, c'était l'association, parce qu'on était sous couvert de l'association. Ça, c'était une très belle aventure. Vous parlez de la langue française en prenant, pour exemple, le Québec. Vous savez, moi je l'ai dit plusieurs fois sur les plateaux, je dis l'erreur stratégique actuellement du pouvoir et à travers le pouvoir, le chef de l'État, Tebboune, c'est justement d'utiliser la langue française comme un levier politique contre la France de Macron ou contre la France tout simplement. C'est une erreur. Moi je dis, rien ne vous autorise à prendre ce type de décision tant que le peuple, une partie du peuple n'est pas sollicité pour donner son avis. La langue française, par exemple, c'est quelque chose d'important. La langue française, c'est très bien. Bon, Katav Yassine a dit butin de guerre. Je passe sur ça, c'est pas ça le souci. La langue française, elle est derrière justement
euh, le fait d'ôter la langue française du commun des Algériens quotidiens se cache beaucoup de dessins politiques. L'histoire de la relation algéro-française, de la guerre d'Algérie, sont faits par la plupart des 9/10 des ouvrages sont faits en langue française. Un. Deuxièmement, par la langue, lui qui dit notre diaspora, notre ceci, notre cela, vous savez très bien, et vous êtes au Canada depuis très longtemps, il y a des familles qui sont là depuis au moins 40 ans, je ne parle pas des anciens émigrés. Le seul langage pour communiquer avec les leurs des Zaïre, Saroumid, parce que les nouveaux, ils parlent très peu l'arabe et même très peu le kabyle, il faut le dire. Deux, il y a beaucoup. Ensuite, un jeune qui a aujourd'hui, on va dire, 10 ans, dans 20 ans, il a une start-up. Il doit, sa vision stratégique, c'est l'Afrique. Or, aujourd'hui, que dit la francophonie? Il y a 280 à 300 locuteurs en langue française aujourd'hui, Canada, Québec compris. Dans 30 ans, ils seront 680 millions à 700 millions. Dans 80% en Afrique. Qui va tirer la croissance, une partie de la croissance mondiale à ce moment-là? C'est l'Afrique. Vous voyez, votre fils qui est allé en Algérie pour aller faire sa start-up, il va parler un Sénégalais dans sa langue, en français alors qu'il peut il va le parler en anglais, à un Ivoirien, à tous ces gens-là qui parlent le français, comment va-t-il faire? Et donc là, pour moi, c'est criminel. C'est vraiment criminel. Et ça, c'est un sujet important. Comment vous expliquer que politiquement, ils veulent pas ouvrir le centre culturel français à Tizi Ouzou? Les locaux sont magnifiques. Ils sont protégés. Ça, c'est une décision politique. On veut substituer quelle relation historique, sociale, humaine a-t-on avec, à part vous, ceux qui vivez encore, vous vivez à Montréal, avec le monde anglo-saxon, que ce soit les États-Unis, le Canada ou certains pays du Commonwealth, on va dire. Sur les Africains, pas trop. C'est pas possible, ça. Donc, c'est une décision qu'on instrumentalise. Il faut la combattre. Mais comment le faire? Et on le fera quand les débats seront à l'ordre du jour par des gens sérieux et qui ont une vision. C'est ça qui est important. Tout à fait, tout à fait. Donc, Turan, bon, je vais rebondir sur sur la souveraineté et je finis avec ça. Tu as parlé comme quoi, pour toi, d'après ta vision, parmi les différents concepts de souveraineté, pour toi, l'idéal, c'est la position du RCD à ses débuts. C'est l'État régionalisé fort et qui est modulable, hein, modulable selon les régions. Non, Mais c'est ça? non, Oui. je ne suis. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un pansement sur une jambe en bois. Moi, je partage pas du tout cette histoire de modulable ou pas modulable. Tu Non, l'as dit non. deux. Moi, je Oui, suis militant pour un système autonomique des régions. Chaque région a son autonomie. d'accord. Dans un premier temps, parce que c'est des processus qui sont très longs à mettre en place. Je suis pas pour la régionalisation positive modulable, ni du RCD, ni du FFS. Ça, Ah c'est pour oui? moi, excuse-moi d'être un peu trivial, c'est du pipeau. C'est pas bon. Ça veut rien dire pour C'est pas toi. bon. Ouais, Non, c'est pas que ça veut rien dire. C'est une avancée, mais ça mange pas de pain. Quand on parle d'accord, d'autonomie, ça, c'est autre chose. d'accord. Parce qu'à travers l'autonomie, comment placer la question? Moi, j'avais des différends politiques avec certains camarades, dont je cite pas le nom parce qu'ils sont pas sur le plateau. L'un était pour un contrat politique. Moi, j'ai dit non. Moi, je suis pour un nouveau pacte d'union nationale. Il faut qu'on appelle le pouvoir à ce qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Là, le D'accord. Qabaïl, il y a des chaouis. Nous, le Qabaïl, on veut une reconnaissance mutuelle par rapport au pouvoir central. C'est une manière d'abaisser un petit peu ou de baisser les tensions. Hmm. Il faut qu'on parle sérieusement à un moment ou à un autre. On ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. Ce n'est plus possible. Parce que ce qui D'accord. va arriver avec ce qu'on vient de vivre à travers les élections, la démobilisation, tous nos jeunes qui partent, nos universitaires qui viennent en France, qui au Canada, qui aux États-Unis, qui en Australie, en Afrique du Sud, peu importe, il y a une désertification de notre élite. Mais comment on va faire? Le problème, c'est penser aux autres générations. C'est pour ça que je pense que le meilleur moyen, et pour moi, tout le monde a le débat, hein, que ce soit les indépendantistes, que ce soit les souverainistes, les autonomistes comme moi, à compétences élargies, ou les simples autonomistes. Moi, la régionalisation positive ou modulable, pour moi, c'est pas bon. Il faut à tout prix qu'on puisse. Parce qu'on a réfléchi là-dessus, on s'est dit,
même, si vous savez, si on prend des régions, on leur donne la large autonomie. Pour la Kabylie, c'est une compétence élargie, c'est incontestable. Quand j'en parle avec des amis algériens qui ne sont pas kabyles, ils me disent pourquoi cette singularité pour la Kabylie? J'ai dit parce que nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, ni notre rapport à la religion, ni notre rapport à la femme, ni le rapport aux langues étrangères. Nous ne sommes pas dogmatiques et nous sommes prêts à aller très loin, à avancer. Mais dans un cadre, dans un autre cadre. Maintenant, s'il y a des opportunités qui doivent s'ouvrir quelque part, pourquoi pas? Mais pas dans le régionalisation positive et compagnie. Pour moi, c'était bien à un moment donné parce qu'il fallait marquer peut-être l'imaginaire politique de nos concitoyens. Mais non, c'est terminé, c'est complètement dépassé. Non, et Il y a dire des situations dans le monde. ouais. En dehors de l'antenne, on a discuté hier le Aït Ahmed en 80. Tu m'as dit que tu l'as déjà vu dans une interview à Antenne 2 à l'époque. Et il a parlé de journaliste qui lui a posé la question, vous êtes pour l'autonomie de la Kabylie? Elle dit oui, pourquoi pas. Et pourquoi Aït Ahmed n'a pas continué depuis sa rentrée en 89? Il n'a pas. D'autant plus, il a vécu en Suisse. C'est ce que je cesse de le répéter. Il a vécu un système fédéral au confédéral suisse. Il aurait dû prendre le modèle suisse pour le dupliquer pour l'Algérie ou la Kabylie. Malheureusement, il n'a pas été dans cette optique-là. Pourquoi, d'après vous? La question, elle est simple, hein, parce que Monsieur Aït Ahmed et les hommes de sa génération, d'abord, à la différence de certains hommes politiques de notre région, c'est un homme de projet. Il y en a d'autres qui sont des hommes d'ambition. Je n'irai pas plus loin. Monsieur Ouais. Ahmed a vécu a vécu, on va dire, il a biberonné un peu l'étoile nord-africaine. Ensuite, PPA-MTLD. Ensuite, il a été président de l'OS. Il a été l'un des principaux rédacteurs ou le rédacteur. Ça dépend de quel point de vue on se place et à quel curseur on met le curseur. Du rapport de Zdin, qui est un rapport extraordinaire. Il a évolué dans toute sa carrière politique dans un espace, que vous le vouliez ou non, un peu arabo-islamique, on peut y revenir, et dans l'amour de l'Algérie, dans un nationalisme, je dirais, aigu. Il était inconcevable que par rapport à son projet, il puisse parler d'autonomie, sauf si le travail avait été effectué en amont et qu'il aurait préparé le peuple à une autre architecture institutionnelle avec des régions, des provinces ou pas des provinces, etc. Nous, on a parlé à un moment donné de la cité-État. Chaque village devait être pratiquement une commune. C'est très très long à mettre en place et il faut que ça rentre dans notre culture. Or, nous avons c'est quelque chose qui est en nous, nous aimons la liberté. Et cette liberté-là, comment on peut la canaliser, hein? Comment on peut la faire partager par un certain nombre d'autres villages, d'autres communes, c'est toutes ces questions-là. Comment allons-nous faire œuvre commune et retrouver une communauté de destin entre nous? La question, c'est celle-là. Quels moyens à mettre en place, quel discours à tenir et sur quelle base nous allons nous battre avec le pouvoir pour arracher pour arracher notre désir d'exister. Moi, à l'époque, je me souviens très bien, on parlait des Chaouis, des Chenouis, des Zénètes, des Mzaviyen. Bref, on s'est réunis plusieurs fois avec le docteur Fkar, Félacia Forbe, etc. Moi, je suis arrivé au stade à me dire aux camarades, et je peux vous montrer tous les PV qu'on a écrits et ce que j'ai écrit de manière interne. J'ai dit, on ne peut pas substituer nous connaît le Qavaïl au désir d'avenir d'un Chaoui de Batna Tranchla ou d'Oumoul Bouagi. Je ne peux pas le substituer au désir d'avenir d'un Touareg. Donc, comment on peut faire? Est-ce qu'il s'agit de rompre avec un pan-berbérisme, un pan-amazérisme qui risque de nous retarder? Ou comment fait-on? C'est une question. Il faut y répondre. Moi, j'ai répondu en partie. Je peux pas vous la développer ici parce que bon, voilà. Mais moi, cette question, je l'ai posée même à mon ami Farhad. Je lui ai dit, est-ce que t'es prêt à faire la rupture avec le pan berbérisme, le pan amazirisme? Il m'a dit oui. Mais lui, au vu de sa doctrine, de l'indépendance, etc., c'est un peu normal, c'est un peu logique. Mais les autres qui ne sont pas dans la doctrine indépendantiste, est-ce qu'ils sont prêts à dire on peut pas parce que si on doit s'exprimer uniquement parce qu'en fait, il faut voir les choses calmement et sereinement. Dans notre pays,
la question amazigh ne pose presque plus problème, à part quelques excités, c'est pas grave. La question qui se pose, c'est la question kabyle. C'est pas autre chose. Quand on réfléchit bien, c'est la question kabyle par rapport au pouvoir central. C'est cette question qui pose problème. Vous dites à un Oranais amazigh, ah ben je suis amazigh. C'est pas un souci pour lui. Mais dès que tu parles de Kabylie, non. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais allé à Oran un peu partout pour socialiser l'idée du RCD. Il m'a dit, dès que vous parlez d'amazigh, c'est des cadres, hein, prof à l'université, prof de dentisterie, prof de pharmacie, partout, au Oran, partout. Il me disait, oui, mais tu m'exclus quand tu parles d'amazigh. Comment discuter avec un prof d'université qui a lu Montaigne, qui a lu Rousseau, dénoncer ce genre de bêtises? C'est qu'il y a un problème. Donc ces questions-là, elles doivent être mises sur la table et qu'on puisse les discuter sereinement, sans aucune agressivité, sans haine de l'autre, dans l'empathie, dans la responsabilité. Voilà. Et surtout, il faut à tout prix que notre génération passe la main, parce que là, ce n'est plus possible. Il faut vraiment ce que je dirais, une rupture épistémologique, c'est-à-dire une rupture avec tout ce qui s'est passé auparavant, avec les pratiques politiques et même le personnel politique. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de changer les dirigeants à Rachid Agma ou de réformer par-ci par-là quelques institutions, mais de transformer tous les cadres intellectuels qui font de l'action politique. C'est pour ça que Gramsci, le fameux communiste italien, il a dit une phrase extraordinaire. Toutes les batailles, il a dit ça d'une autre manière, pardon, il a dit les batailles culturelles, les batailles intellectuelles précèdent la bataille politique. Il faut vraiment qu'on élève le niveau de nos concitoyens, ouais, de nos enfants, de nos petits-enfants, expliquer les enjeux. C'est un immense chantier qui est devant nous. Et c'est ça qu'il faut absolument travailler dessus. Oui, moi, oui, je pense qu'il est temps d'y aller, mais Zahel, on ne peut pas aller au son de la déception. Dans les régions kabylophones, le résultat des deux partis politiques qui avaient pignon sur rue est dramatique. Est-ce qu'ils ont les moyens de reprendre pied? Ou est-ce que, pourquoi ne pas profiter de cet effondrement à la fois intellectuel, politique et même organique? J'attaque pas les deux partis, hein, j'attaque la réalité des choses telles qu'elles se sont passées. Il est impensable que le FFS n'ait que 3 sièges à Tizi. Il est impensable que le RCD, comme j'ai dit, c'est une population otage. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est le discours? Est-ce que c'est les hommes qui sont chargés de l'incarner qui ne correspondent plus? Est-ce que le fait d'avoir dilué le discours de Hussein Aït Ahmed et de ses fondamentaux, c'est-à-dire assemblée constituante, etc. Le FFS s'est normalisé. Le RCD, lui, il n'a pas eu renouvellement du discours. Il n'y a pas eu un renouvellement des cadres politiques. Il n'y a pas eu probablement l'instauration d'une nouvelle pratique politique en regard avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un problème quelque part. Ça laisse peut-être, du moins pour la Kabylie, un espace pour des jeunes cadres militants qui ont été au FFS, qui ont été au RCD, qui ont été dans d'autres écoles, qui ont été au MAC ou qui ont été au Manifeste, de se réunir et de se dire, finalement, il y a de l'espace pour le changement de paradigme, mais pas seulement au niveau des hommes, au niveau de la pratique politique, au niveau du discours, au niveau quel cap pour la Kabylie, comment la préparer demain. Mais ça se travaille. Il faut des militants. Il ne faut pas simplement des gens qui réfléchissent. Il faut des militants de terrain. Il faut remettre en cause tous les concepts considérés jusque-là comme incontestables. La souveraineté, la sécurité, le développement, la démocratie. Non. On part d'un réel. Et puis, en plus, on est un régime autoritaire. Donc, certains analystes parlent d'une rupture Kanaka. Le passage d'un système fondé sur l'autoritarisme à une alternance démocratique, il faut des efforts extraordinaires. Il faut avoir le souffle long. Il faut avoir de l'épaisseur. Il faut avoir une vision. Il faut avoir des militants. Voilà. Je crois que j'étais trop long. Hein. Non, c'était vraiment bien. Voilà. Donc, je finis avec une seule question pour clore cette histoire de souveraineté. Là, tu as dit par rapport au Canada, aux États-Unis, chaque pays il a son contexte historique qui a fait le fédéralisme. Ce n'est pas le cas chez nous. Alors que la Kabylie, elle est connue comme étant un État
Enfin, Fédéral. c'est du confédéral comme la Suisse, hein. Il était confédéral Oui, déjà, des tribus. Donc, oui, c'est ma dernière je suis question, d'accord. Je suis d'accord. Anna, vas-y, vas-y, Rachid, vas-y. est-ce que si on peut Je suis d'accord. extrapoler ça vers l'Algérie, est-ce que on ne peut pas concevoir une confédération des territoires algériens? Ça veut dire où les Chaouis, les Mozabites, les Kabyles, les Oranais, les Contentinois, les gens de Touareg et du Sud, etc., vont avoir leurs propres institutions. Est-ce que vous partagez cette lecture de territoire, confédération territoire algérien? Non, mais non, tout est sur la table. Je suis d'accord que les confédérations des Arches et compagnie, mais c'est la notion, quand je dis archaïque, c'est entre guillemets, c'est une notion pour les grandes décisions, parce que le qanun taddarti, le qanun taddarti, ماشي كيف كيف. Donc, t'imagines le travail immense qu'on doit faire pour cette espèce de confédération. Confédérer quoi? Les arches, ils existent déjà. Les redynamiser, instiller une dose de modernité dedans, je suis entièrement d'accord. Mais notre rapport, c'est notre région. Zareb Rachid, le chef de l'État, il a parlé de l'Algérie nouvelle. Nous, depuis 62, on est en train de former un homme nouveau. Nous connaissons c'est-à-dire un homme nouveau. Il nous laisse, nous, sans langue ni culture, sans terre ni territoire, au destin abandonné, au plus fort, c'est-à-dire le leur. Et non, il faut qu'on réagisse maintenant. Il y a les techniques de communication, les gens, notre jeunesse elle est mondialisée. Euh, Moi, j'estime que il se pourrait que le modèle de confédération suisse, je ne le connais pas très bien. J'ai quelques notions, donc faut pas dire de bêtises. Qu'on vienne, pourquoi pas. Tout est ouvert. Le souci, c'est quoi? C'est qu'on aille en discuter, non pas dans un rapport de force, j'ai raison, vous avez tort. Qu'est-ce qui pourrait arranger la Mauthurbeil? Comment peut-on sortir de ce marasme? Comment peut-on se développer? Comment peut-on avoir une diplomatie culturelle, une diplomatie sportive, une diplomatie des arts, etc., etc. Comment peut-on se développer? Quelle école nous voulons? Quelle va être la langue d'acquisition des connaissances? Ça, c'est des questions pratiques qui intéressent le citoyen kabyle. Maintenant, on ne peut pas rester indéfiniment sous cette politique arabo-islamiste. C'est pas possible. Il faut que ça cesse. Mais il faut, je pense, un très grand. Vous savez, Massa Rachid, je crois que cet échec relatif des partis politiques présents chez nous, je dis le Jadid a eu un ou deux députés à Tizi Ouzou, pourquoi pas cet échec-là, particulièrement du FFS, relatif, hein, on va dire, allez, on va être gentil avec eux, et du RCD, est-ce qu'ils n'actent pas quelque chose d'important? Les Kabyles ne veulent plus entendre parler de ce type de parti. Ça, c'est la question. Parce qu'ils n'incarnent pas, ils ne développent pas, ils n'ont pas de cap, ils n'ont pas de projet. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est pas ton rôle. Donc, c'est à partir de tout ça qu'on doit changer, comme dit toi, un terme qui t'est propre et que je partage, changer de paradigme, il est temps. Je vais enchaîner dans le même sens que vous venez de dire. Si on parle de 1 sur 5 qui ont voté au niveau algérien, c'est-à-dire 20% à peu près, au niveau kabyle, on parle de 5 à 8% hein, de votants. Ça veut dire la Kabylie, elle a complètement boycotté, pratiquement, comme à son accoutumé depuis 2019, surtout. La question que je me pose, les Kabyles, c'est une façon de dire comme quoi non, on n'en veut plus, comme tu viens de le dire, de schéma politique d'avant. Il faut passer à autre chose. Et cette autre chose-là, justement, c'est la souveraineté dont je parlais. Est-ce que, indirectement, c'est ça qu'elle veut insuler la rue Kabyle? En tout cas, même si ça peut pas être ça complètement, ça se rapproche. Vous avez entièrement raison quand vous dites euh, le vote en Kabylie c'est de l'ordre de 5-6%. En 2019, lors de la réforme de la présidentielle, le vote sur la réforme de la Constitution, on a avoisiné zéro pratiquement. En termes politiques, c'est pas un refus simplement, c'est une sédition. Une sédition, ça veut dire on n'a plus rien à voir. C'est comme ça. Évidemment que ça veut dire
D'abord, il y a deux ou trois choses. Un, c'est une gifle pour les partis politiques classiques. Encore une fois, ils n'ont pas renouvelé leur discours, ils n'ont pas renouvelé leurs hommes, ils n'ont pas renouvelé les pratiques politiques. Donc, ça, ils payent cash. Et moi, je pense qu'ils sont arrivés, du moins, ils sont arrivés peut-être à leur limite. Ils peuvent pas aller plus loin, sauf par miracle. Une équipe de jeunes peut reprendre le flambeau et encore, ils mettront beaucoup de temps. Là, euh, euh, bien sûr que les Kabyles, aucun projet ne les a captés pour qu'ils aillent voter. Les 5-8%, c'est la famille, c'est les amis, c'est la commune. Ouais, C'est tout. c'est tout. Ils ont voté à cause de ça et pas plus. Par solidarité familiale, par solidarité amicale, euh, parce que la commune, non, parce que. Donc c'est ce type de. C'est dommage d'ailleurs. Hein. Mais ça rentre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le cas depuis 2019, à ne pas voter. Parce que, comme j'ai dit, le comportement électoral du Kabyle, au-delà du fait qu'il votait pour les deux formations, il est très très difficile à cerner. Moi, je me demande qui peut aujourd'hui capter la véritable demande politique du Kabyle, la véritable demande sociale, économique et sociétale du Kabyle. À part les libertés. Hein. C'est vrai que nous partageons tous un socle de valeurs important, dont la citoyenneté, dont beaucoup de choses. Comment faire de tous ces atouts maintenant un fil rouge entre nous pour que nous puissions maintenant revendiquer soit le statut, soit quelque chose. On ne peut plus continuer comme ça, sauf si à la fois l'armée fait sa mutation, le pouvoir fait sa mutation, et qu'on rentre graduellement vers ce que je pourrais appeler, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, une régionalisation dans un premier temps, mais qu'elle soit rythmée, qu'elle soit datée. On part sur 5 ans, on part sur 10 ans, on part. Mais il faut que ce soit daté. Il faut que c'est un accord politique. C'est pour ça que je milite sur si jamais on doit rester dans cette même configuration, j'ai toujours milité pour pas le contrat politique, social, comme le disaient d'autres camarades. Hein. Moi, j'étais pour un pacte d'union nationale renouvelé. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. C'est marquer Mm. notre différence un petit peu. Et subséquemment à cette différence, nous devons envisager tout ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une autre architecture institutionnelle, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de souveraineté, comme vous venez de l'évoquer. Je ne finis pas notre émission, mon cher Idir, sans citer deux hommes. Le premier, c'est un ami intime à vous, qui nous a quittés il y a pratiquement quelques 6 mois de cela. C'est Hmimet Bachir, pour qui, lors de sa visite ici, on a échangé beaucoup sur le socle commun que les Kabyles doivent trouver pour aller de l'avant, en avant. Donc, ça serait bien si vous pouvez dire un mot sur Hmimet Bachir. Mimi, c'était comme je l'ai dit lors de son hommage, je suis l'un des rares légitimes à parler de lui parce que je le connais parfaitement. Moi, c'est une partie de moi-même et son départ m'a amputé véritablement. Il m'a vraiment amputé. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas 1 heure, 2 heures où je ne pense pas à lui. Nous avons vécu de grandes choses politiques ensemble. Moi, je le taquinais beaucoup. C'est un homme d'une extrême générosité. Extrême générosité. C'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de positif. Euh, c'est quelqu'un de comment dire. Je, 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 je vais oser dire quelque chose. C'était comme il avait la stature d'un ange. Il pouvait pas faire de mal aux gens. Il avait son caractère. Hein, il était têtu. Têtu. Ça, la Karouis, je peux pas te dire. Ah oui, il était têtu. Mais il avait pas de demi-mesure. Quand ça lui plaisait pas, il le disait. Il l'exprimait. Je peux pas tout dire parce que bon, Ouais. voilà. Toi, tu le sais un peu le type de rapport que j'avais avec lui. Oui, oui, je Donc voilà. sais. Mais c'est un homme qui manque à la fois au Kabyle, il a découvert sa voix en traduisant le livre L'histoire de ma vie, écrire aussi. Il m'a mis dans sa préface ou là, dans sa postface sur Fidak Bourreau. Euh, il en avait d'autres de Bourreau. Il était sur le projet d'un, d'un, d'un roman, il devait l'appeler Yidir Amksa. Je sais pas pourquoi il a choisi Yidir. Il a été fiche de Amksa, etc., etc. Je vais vous dire une chose, il y en a un par siècle comme lui, autant il est gentil, autant il est disponible.
Il est d'une Ouais, disponibilité extraordinaire, d'une générosité. Vous l'avez bien connu à Rachid. Je, je, ouais. il ne peut pas dire du mal d'une personne. Il peut le critiquer politiquement. Il a ses fondamentaux, il a sa rigueur pour lui, mais on était en train de parler, on était statut particulier, et puis il me raccroche au nez. On n'était pas d'accord. Pour d'infinies raisons. Il y avait une déclaration qu'il fallait signer. Je lui dis, moi, je signe pas avec ces gens-là. Il m'a raccroché au nez. On se voyait un mois, 2 mois, 3 mois au café avec les camarades et tout, et c'était froid. On avait une réunion. Ben, Mimi regarde la générosité. Moi, j'ai dit à personne que je m'étais engueulé avec lui. On a eu des mots très durs. En plus, il m'a raccroché au nez. Il a pris la parole, parce que c'était le coordonnateur du statut politique particulier. Il a pris la parole. Il s'est adressé à moi. Il m'a dit, je m'excuse pour avoir été violent avec toi tel jour à telle heure. Je te présente toutes mes excuses. Devant Waouh. tous les camarades. Hein. Cela prouve déjà sa grandeur d'âme et sa générosité. Mais nous, on se parlait, hein, c'est-à-dire un tchahala. Mais tu viens avec moi, ce non. Rien ne passait. Hmm. Oui, mais rien. Il fallait qu'il comprenne la leçon. Et ça s'est fait dans la bienveillance. Il a eu l'immense courtoisie et générosité de s'excuser publiquement. Et voilà Hamimi, une partie de Hamimi, c'est ça. Il a passé, en tout cas, je tiens à le souligner. Inaïd Rachid, c'est un type extraordinaire, il fait du bon boulot. En tout cas, il a été très agréable et très touché par la qualité de ton accueil. Ah, Rachid, crois-moi, moi, je suis pas pathos, hein. Moi, je suis plutôt dur. Hmm. Il t'a, même Smith, même Rachid, Ali et Judy m'a dit la même chose. En tout cas, pour Hamimi, je te prie de me croire qu'il avait une très très haute opinion de toi. Voilà, je Merci. clôture comme ça. La deuxième personne à qui je pensais, c'est une mauvaise nouvelle. Le fameux journaliste Kabil Morad Mimo, comme tu le sais, il a été, Mhm. on vient d'avoir la nouvelle. Il a été arrêté il y a 2 jours cela, mais aujourd'hui, on vient d'avoir la nouvelle de sa mise sous mandat de dépôt par le juge Par le d'instruction de procureur d'Azazga. Azazka. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne sait pas. D'après les analyses des uns des autres, c'est ces dernières interventions, mais on attend qu'est-ce qui va se passer. Un mot par rapport à ça? Mais oui, bien sûr, moi je me sens, alors militant des droits de l'homme, moi je suis membre fondateur de Riposte et conseiller d'Ali et Judy. Euh, euh, bien sûr qu'il faut dénoncer toutes les exactions commises contre les journalistes, contre les citoyens, contre les avocats, tout ce qui tout ce qui bafoue, viole les droits de l'homme. Il faut toujours se mettre à côté de ceux qui souffrent. Moi, pour ce journaliste, je connais pas les fins fonds de l'histoire, mais il paraît que c'était un journaliste qui essaie de faire son travail et aller au bout des choses. Moi, je lui exprime toute ma solidarité, bien évidemment. En attendant, je sais qu'il a été, j'ai eu la dépêche tout à l'heure vers 14h15, 14h30, où il a été déféré devant le procureur d'Azazga qui l'a mis en mandat de C'est ça, dépôt. Voilà, tout c'est ce à qu'on m'a fait. dit. Bien sûr qu'il faut lui apporter une solidarité totale, mais ça, c'est le produit non seulement du 87 bis, et maintenant, qui c'est le responsable de tout ça? Quand vous voyez Rachid, j'aurais terminé avec ça parce que c'est quelque chose Oui, d'important. On ne revient pas vers les. Vous savez, dans l'article 30 de la Constitution algérienne, dans son alinéa 4, qui fait de l'institution militaire celle qui veille aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. À partir du moment où vous avez ça dans la Constitution, l'armée peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle a le droit pour elle. Donc, comment ne pas voir des magistrats ou des avocats se lever, accompagnés par la société civile, demander l'abrogation de la 87 bis, entre autres, sur les libertés syndicales, entre autres, sur la loi sur les partis politiques, sur la loi électorale, mais c'est affolant ce qui nous arrive. Et là, c'est un problème de société. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait qu'ils gouvernent par la terreur, ils gouvernent par la peur. Voilà, tout simplement. Il ben, faudra que ça magnifique. cesse. Voilà, Voilà. ça doit cesser. وeffectivement مس إيدين ونورا نيغلاندن لقينو باسكين مسلايدة تصت مسالين فتيد فرانين كي يدي لان في صوضاف لي وسين اسوسين يوليو فكات امور لينس يعني نكفات ثانايا لا سوفرينتي فكات امور لينس كي قارن نتا امور لينس يا با ميو كو لي سيستيم des autonomies à compétences élargies à la façon espagnole si j'ai bien compris et dire n'est-ce pas? Que sa compétence élargie, c'est un des Élargie. modèles en attendant l'avenir. Hein.
parce que rien ne peut être discuté au jour d'aujourd'hui. Mais c'est évident que mettre en perspective les autonomies, qu'elles soient simples, qu'elles soient négociées, qu'elles soient simples, qu'elles soient compétences élargies, mais le fin fond, la mise en perspective. Regardez ce qui s'est passé avec Puigdemont, avec les Catalans, il a demandé l'indépendance. Hein. Le souci, c'est la maturité historique. Quelle est la séquence dans laquelle vous faites ça? Comment vous pouvez faire pour développer votre pays, etc. Il y a beaucoup de paramètres en jeu. Il faut prendre Tout à fait. ce sujet non pas par la passion et l'émotion, mais par le réalisme, par le pragmatisme. Voilà. Tout à fait. أكيد نساتجانا مازلنا وين ما ونيش باني ذي ونوغان دمسين نفتكين نتانا على سوفرنتي إثموثني قبليا ولا سومتا ثموثني الجارسيا أمرينا ودينا قيمة دي ثلويت